Et si, sur les champs de bataille du XXIe siècle, la victoire ne se jouait plus à la quantité de drones ou à l'épaisseur des blindés, mais à l'art de surprendre l'ennemi au moment crucial? Un mystère secoue aujourd'hui les états-majors. Comment, à Rafah, une unité moderne, lourdement équipée et parfaitement entraînée, a-t-elle pu tomber dans un piège tendu par une force supposée inférieure? Dans cette ville assiégée, sous tension permanente, une embuscade parfaitement orchestrée a scellé le sort d'une unité israélienne entière. Rien n'a été laissé au hasard. Observation minutieuse, collecte patiente de renseignements, exploitation méthodique de chaque faille détectée. Ici, pas de hasard, mais le fruit d'une stratégie mûrie dans l'ombre, exécutée avec une rigueur implacable. Le choc a été foudroyant. Malgré une supériorité technologique écrasante, armement de pointe, surveillance constante, communication ultra sécurisée, la force israélienne s'est retrouvée piégée, incapable de réagir à temps. Ce revers remet en cause une certitude profonde. La domination technologique ne garantit ni la sécurité, ni la victoire face à l'ingéniosité et à la connaissance du terrain. À Rafah, c'est la puissance du renseignement et de la préparation qui a prévalu. Chaque déplacement des soldats a été anticipé, chaque angle du terrain exploité pour maximiser la surprise. La moindre erreur, la plus petite routine, a été retournée contre ceux que l'on croyait invincibles. En quelques instants, l'avantage s'est inversé, soulignant que la confiance excessive peut être la faille la plus fatale. Ignorer les vraies causes de cette embuscade serait un risque immense. C'est ouvrir la porte à la répétition des mêmes erreurs, négliger le facteur humain et exposer vie, ressources et réputation à de nouveaux désastres. Les conséquences de cet échec dépassent de loin les simples bilans chiffrés ou les gros titres. Pour saisir comment une telle déroute a été rendue possible, et surtout en extraire les leçons essentielles, il faut revenir sur le contexte et disséquer la préparation, puis l'exécution de cette opération d'une audace rare. Plongeons dans le contexte explosif de Rafah, où chaque décision pouvait faire basculer le destin d'une armée. Comprendre l'environnement, c'est déjà s'approcher des clés du piège. Comment une poignée de résistants peut-elle défier une armée donnée pour invincible? C'est la question centrale de l'histoire de Rafah. Car Rafah n'est pas un simple nom sur une carte. C'est un concentré de tensions, d'histoire et d'incertitudes, où chaque ruelle garde la mémoire de batailles passées et de stratégies silencieuses. Ville frontalière, surpeuplée, Rafah cristallise l'affrontement extrême. D'un côté, une résistance enracinée, déterminée. De l'autre, une armée moderne, équipée de technologies de pointe, appuyée par une logistique inégalée. À première vue, le déséquilibre est flagrant, l'issue semble écrite. Mais la réalité des guerres modernes déjoue les pronostics. La supériorité matérielle n'offre aucune garantie. L'asymétrie ne se mesure pas qu'en nombre d'armes ou en sophistication des engins. Elle se joue aussi dans l'intelligence, la connaissance du terrain, la capacité à surprendre. La résistance n'oppose pas seulement la ruse à la force. Elle transforme chaque détail, chaque routine adverse, en piège potentiel. Prenons un exemple historique. Durant la guerre du Vietnam, l'armée américaine, pourtant dotée de moyens technologiques largement supérieurs, fut régulièrement prise au dépourvu par les embuscades du Viet Cong. Les tunnels rats, ces soldats qui exploraient les souterrains, étaient confrontés à un terrain totalement maîtrisé par l'ennemi local, qui utilisait chaque racine, chaque entrée dissimulée comme une arme potentielle. À Rafah, la dynamique est similaire. La connaissance du terrain, acquise au fil des années, devient une force presque invisible pour l'assaillant extérieur. Ce choc n'est pas qu'une question de puissance de feu. Il est aussi psychologique, culturel. Là où l'armée mise sur la technologie et la force, la résistance investit dans l'imprévu, la patience, la précision chirurgicale. Ici, la moindre erreur d'analyse, la moindre sous-estimation du contexte ou de l'ennemi peut transformer une opération planifiée en fiasco. Ceux qui ne voient que les chiffres, les images satellites ou les rapports officiels manquent l'essentiel. À Rafah, le facteur humain pèse plus lourd que n'importe quel blindé. Connaître chaque sentier, chaque abri, anticiper chaque réaction. Voilà ce qui fait la différence. La connaissance du terrain devient une arme invisible, mais redoutable. Cette dynamique n'est pas nouvelle.
Mais à Rafah, elle atteint un degré rarement observé. Malgré des ressources limitées, la résistance locale impose un prix psychologique et tactique à une armée que l'on disait invulnérable. Les règles du jeu changent sans cesse. Surprise, inventivité, détermination. Ces qualités peuvent retourner la situation la plus désespérée. Le vrai danger, c'est de croire que la puissance matérielle suffit. Oublier la dimension humaine, négliger l'intelligence du terrain, c'est s'exposer à la perte de l'initiative, à des vies sacrifiées pour rien. L'histoire regorge d'exemples où la sous-estimation de l'ennemi a mené à l'échec, voire à la remise en cause de doctrines entières. À Rafah, la confrontation n'est pas une simple question de force brute. C'est un test grandeur nature d'ingéniosité, d'adaptation et de résilience face à un adversaire technologiquement supérieur. Chaque opération manquée, chaque embuscade réussie, rappelle que la guerre se gagne d'abord par l'esprit, l'audace et la maîtrise du terrain. Mais la vraie question n'est pas qui était le plus fort. Ce qui importe, c'est de comprendre comment l'embuscade de Rafah a pu renverser tous les pronostics. Pour saisir ce renversement, il faut plonger dans la préparation minutieuse qui a précédé l'embuscade. Car rien n'a été laissé au hasard, ni du côté de la résistance, ni du côté de l'armée. Comment une embuscade de cette ampleur a-t-elle pu réussir, alors que la supériorité technologique israélienne semblait écrasante? Pourquoi une force numériquement inférieure a-t-elle pu infliger un tel revers à Rafah, là où tout paraissait écrit d'avance? Il faut plonger au cœur de la mécanique d'une surprise stratégique. Tout débute par des mois, oui, des mois entiers de reconnaissance minutieuse. Les résistants ont observé, noté, disséqué chaque geste de l'ennemi. Rien n'a été négligé. Les rotations de patrouilles, les déplacements quotidiens, la moindre variation dans la routine. Leur arme secrète, la patience et une attention maladive aux détails. Là où d'autres auraient foncé tête baissée, ils ont préféré attendre et comprendre. Ce n'était pas la force brute, mais l'intellect et la maîtrise du terrain qui faisaient leur différence. En étudiant les habitudes adverses, une faille s'est révélée, la prévisibilité. Les soldats israéliens, confiants dans leur matériel de pointe, répétaient des schémas identiques, convaincus que personne n'oserait les défier sur leur propre terrain. Mais l'intelligence humaine n'a pas de substitut technologique. Le choix du lieu fut décisif. Les résistants connaissaient chaque ruelle, chaque recoin, chaque angle mort. Ils ont transformé le décor familier en un piège redoutable, anticipant le point exact où l'unité s'arrêterait, le moment précis de vulnérabilité maximale. Tout était millimétré, synchronisation des assaillants, planification du repli, gestion des issues. Mais il y a plus, l'anticipation psychologique. Ils ont deviné les réactions sous pression, prédit les décisions prises dans la panique. Cette préparation mentale a permis de frapper là où l'ennemi pensait être le plus en sécurité. La clé du succès? La surprise, évidemment, mais surtout une discipline tactique de fer. Chacun savait son rôle, aucune hésitation, aucun mot inutile. La coordination était muette, presque instinctive, mais implacable. En face, des soldats habitués aux procédures, prisonniers de leur propre rigidité. C'est ainsi que l'avantage s'est inversé. Trop de foi dans la technologie, trop peu dans l'adaptabilité. L'excès de certitude, forgé par des années de supériorité, a transformé la force israélienne en talon d'Achille. Pour illustrer, rappelons la bataille de Stalingrad durant la Seconde Guerre mondiale. L'armée allemande, persuadée de la suprématie de son armement et de ses tactiques, a été piégée par la capacité soviétique à exploiter chaque ruine, chaque sous-sol, chaque faille de la routine ennemie. À Rafah, l'effet est similaire. La routine devient faiblesse. La supériorité matérielle se heurte à l'ingéniosité. L'embuscade de Rafah n'est donc pas un simple incident, mais une leçon. Même la meilleure armée, bardée d'équipements, reste vulnérable si elle néglige la créativité et la vigilance de l'adversaire. Dans un conflit moderne, l'ingéniosité humaine peut renverser tous les équilibres. Mais comment cette victoire tactique a-t-elle été perçue, des deux côtés de la ligne de front? L'écho de Rafah s'est répandu bien au-delà du champ de bataille, bouleversant les certitudes et les stratégies. Une embuscade peut-elle bouleverser la suprématie militaire?
À Rafah, la réponse s'impose avec force. Aucune technologie, aussi avancée soit-elle, ne garantit l'invulnérabilité face à l'audace et à l'adaptabilité adverse. Cet événement remet en cause la croyance selon laquelle la supériorité technique suffit à assurer la victoire. Des drones, des blindés modernes, des communications cryptées, tout cela n'a pas empêché une unité entière de tomber dans un piège, rappel brutal que la confiance aveugle dans la technique peut se transformer en faiblesse fatale. Pour les soldats, le choc est immédiat. Voir des camarades succomber à une menace inattendue bouleverse les certitudes et sème la peur d'un danger insaisissable. Les officiers, eux, doivent soudain reconsidérer leurs méthodes, leurs plans et jusqu'à leur vision de l'ennemi. L'opinion publique, elle aussi, découvre la fragilité de ses forces, ce qui alimente le doute, la colère et l'inquiétude envers le récit officiel. L'impact dépasse largement les frontières de Rafah. Comme un caillou jeté dans l'eau, cette attaque rejaillit sur la doctrine militaire de toute une région. Les états-majors, parfois figés dans des schémas hérités, sont obligés de repenser la formation, l'équipement et la préparation de leurs troupes. La notion de préparation parfaite s'effondre. Désormais, l'imprévu, la créativité et l'agilité sont essentielles à la survie. Cette fissure dans la confiance n'est pas un simple incident. Elle déclenche une crise de crédibilité au sein de l'armée et dans la société. Les programmes d'entraînement devront évoluer, privilégiant la remise en question et l'adaptation sur le terrain. Ignorer les subtilités locales ou sous-estimer l'ennemi n'est plus une option. Pour les dirigeants, ne pas tirer les leçons de Rafah serait risquer bien plus qu'une défaite. Il s'agit de la sécurité du pays, de la vie des soldats et de la réputation internationale. L'arrogance technologique et la rigidité des doctrines peuvent coûter cher au prochain affrontement. Désormais, l'agilité d'esprit devient la véritable force d'une armée. Au final, l'embuscade de Rafah impose une remise en question profonde des doctrines et de la conception même de la guerre moderne. Ce n'est plus une affaire de simples moyens, mais d'intelligence humaine, de vigilance et d'humilité face à l'incertitude du terrain. Mais en quoi Rafah change-t-elle vraiment la donne pour les conflits à venir? L'événement force à réfléchir autrement sur la manière de préparer et de conduire la guerre. Quelle vérité extraire de Rafah, au-delà des chiffres et des titres chocs? Comment percer le vacarme médiatique pour saisir ce qui façonne réellement le cours d'une guerre? Première leçon. Le facteur humain domine tout. Derrière chaque plan, il y a du courage, de la peur et cette capacité à oser dans l'incertitude. À Rafah, ce sont des individus qui ont bouleversé les pronostics, pas la technologie seule. Deuxième leçon. La connaissance du terrain reste irremplaçable. Ceux qui maîtrisent chaque ruelle, qui anticipent l'adversaire, peuvent inverser un rapport de force apparemment figé. L'adaptabilité devient une arme. Improviser, lire l'instant, a permis à certains de prendre l'ascendant à Rafah. Mais il serait dangereux d'ignorer la question éthique. Chaque embuscade, chaque victoire tactique, laisse des vies brisées, des familles endeuillées, des sociétés marquées dans la durée. La responsabilité morale n'est pas un luxe. Elle trace la limite entre légitimité et sauvagerie. Rafah montre aussi l'urgence de repenser la formation des soldats et des décideurs. Se reposer sur la technologie, sans cultiver l'intelligence du terrain, l'humilité stratégique et l'écoute de l'autre, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs avec les mêmes drames. Il faut réinventer la prise de décision et refonder les programmes pour préparer à l'imprévu. Si l'on oublie l'humain, les conflits se répéteront, chaque fois plus dévastateurs. Rafah nous rappelle que la supériorité n'est jamais acquise. Elle se construit, jour après jour, par l'écoute, l'adaptation et la conscience du coût humain. Comprendre ces leçons, c'est déjà agir pour ne pas reproduire ailleurs les mêmes tragédies. Alors, que faut-il vraiment retenir de Rafah? Pour comprendre, il faut revenir sur ce qui s'est réellement joué dans cette embuscade et ce que cela implique pour l'avenir des conflits modernes. Et si la véritable supériorité ne résidait pas dans la force brute, mais dans l'art de s'adapter? L'embuscade de Rafah le démontre avec éclat. Une poignée d'hommes, armés de patience, de ruse et d'une connaissance intime du terrain, a su bouleverser tous les pronostics face à une armée équipée des technologies les plus avancées.
Cette opération n'est pas qu'un simple fait d'armes. Elle rappelle que l'ingéniosité humaine, l'analyse fine des habitudes adverses et la gestion du temps peuvent déjouer les certitudes les mieux établies. Dans la guerre, rien n'est jamais acquis, surtout lorsqu'on néglige le facteur humain. La technologie impressionne, mais elle ne pense pas. Les grandes puissances, trop sûres de leurs outils, finissent par révéler leurs propres faiblesses. Rafah oblige à reconsidérer nos croyances, sous-estimer l'adversaire, c'est préparer soi-même sa défaite. Derrière chaque opération, il y a des femmes et des hommes, leurs doutes, leur courage, leur capacité à improviser. Croire que la supériorité matérielle suffit expose à des désastres renouvelés, pertes humaines, réputation entachée, erreurs stratégiques qui coûtent cher, pour une nation comme pour chaque citoyen. Refuser de remettre en question ses certitudes, c'est ouvrir la porte à l'échec. L'histoire regorge d'exemples où l'arrogance a coûté bien plus que des batailles. Mais accepter d'apprendre, de scruter les signaux faibles, de cultiver l'adaptabilité, c'est peut-être éviter les pires pièges du passé. Ce récit est aussi un appel à l'humilité face à la complexité du monde. Comprendre les rapports de force, c'est admettre que la machine n'annule pas l'erreur humaine, que l'innovation surgit parfois là où on l'attend le moins. Aujourd'hui, la victoire ne se joue plus seulement sur l'équipement, mais sur la capacité à lire, à anticiper, à exploiter chaque faille, chaque moment inattendu. Réévaluer ses convictions, c'est reconnaître que l'avenir appartient à ceux qui savent douter, questionner et s'adapter sans relâche. L'embuscade de Rafah est un signal d'alerte. Rien n'est figé. Le facteur humain demeure le centre de toute stratégie durable. La supériorité véritable, c'est celle de l'esprit critique, du doute constructif, de la remise en cause permanente. Rafah nous enseigne qu'aucune victoire n'est garantie. Persister dans l'aveuglement stratégique, c'est offrir à l'adversaire la plus précieuse des victoires, celle de nous surprendre là où l'on croyait tout maîtriser. Pour approfondir encore, prenons un détour par l'histoire récente et les conflits asymétriques qui ont redéfini les règles du jeu militaire. Songeons à la guerre en Afghanistan, où des milliers de soldats occidentaux, équipés des systèmes de surveillance et d'armement les plus modernes, ont été confrontés à une guérilla invisible, capable de disparaître dans la population, d'user de pièges artisanaux, de mines improvisées et de frappes imprévisibles. Les embuscades dans la vallée de Korengal ou dans les montagnes de Tora Bora ont démontré que la technologie, si impressionnante soit-elle, ne remplace jamais la compréhension fine du terrain et de la culture locale. À Rafah, le même constat s'impose. La moindre faille dans la routine, la plus petite ignorance des usages locaux, devient un point d'entrée pour l'adversaire. Mais alors, comment éviter que l'histoire ne se répète? Concrètement, quelles mesures prendre pour transformer l'échec de Rafah en leçon durable? Première étape, revoir les programmes de formation. Il ne s'agit plus seulement de connaître le maniement des armes ou les procédures standards, mais de développer une véritable intelligence situationnelle. Cela implique d'immerger les soldats dans des environnements simulés, de les confronter à des scénarios imprévus, de leur apprendre à remettre en question leurs automatismes. Prenons l'exemple des forces spéciales françaises, qui multiplient les exercices en conditions extrêmes et font appel à des anciens adversaires pour jouer le rôle de résistants lors des simulations. Cette méthode force à sortir du cadre, à imaginer l'audace de l'autre. Deuxième étape, renforcer la collecte de renseignements humains. Trop souvent, l'analyse repose sur des données techniques, des images satellites, des communications interceptées. Or, rien ne remplace l'informateur local, qui perçoit les micro-changements dans une rue, qui connaît les familles, les habitudes, les tensions invisibles. Dans la guerre d'Algérie, l'armée française avait compris tardivement l'importance de ces réseaux. À Rafah, la résistance a su s'appuyer sur un tissu social dense, capable de signaler le moindre mouvement suspect. Troisième étape, cultiver l'humilité stratégique. Cela signifie accepter l'incertitude, reconnaître que l'adversaire pense, s'adapte, innove. Dans la guerre des Malouines, les forces britanniques, pourtant expérimentées, ont été surprises par la capacité d'adaptation des Argentins, qui ont su transformer leur isolement en atout tactique. En Afghanistan, les talibans n'ont jamais cessé d'inventer de nouveaux modes opératoires. À Rafah, ce principe se vérifie chaque jour.
L'innovation ne vient pas toujours du plus fort. Quatrième étape, intégrer la dimension psychologique dans la préparation des opérations. Anticiper la peur, la panique, les réactions instinctives, c'est prévenir les erreurs collectives. Après chaque embuscade, il est essentiel d'organiser des débriefings, d'écouter les témoignages, de recueillir les suggestions, même les plus dérangeantes. C'est ainsi que l'on bâtit une armée résiliente, capable de se remettre en question et de ne pas sombrer dans la routine mortelle. Cinquième étape, renforcer les liens avec la société civile et impliquer la population dans la sécurité. Cela passe par des programmes d'éducation, l'identification des leaders locaux, l'écoute des plaintes et des aspirations. À Rafah, la résistance a pu compter sur un soutien populaire discret mais efficace qui a permis de masquer les préparatifs, de brouiller les pistes, d'assurer l'effet de surprise. Les armées qui ignorent ce facteur s'exposent à des déconvenues majeures, comme l'ont montré les insurrections en Irak ou en Syrie. Enfin, il est crucial de ne jamais perdre de vue l'éthique de la guerre. Chaque victoire tactique, chaque embuscade, a un prix humain. Les sociétés modernes ne tolèrent plus les pertes massives, les bavures, les erreurs de jugement. À l'ère des réseaux sociaux, chaque incident devient viral, chaque drame est disséqué en temps réel. Les décideurs doivent intégrer cette réalité et veiller à préserver la légitimité de leurs actions, sous peine de voir la confiance collective s'éroder irrémédiablement. En conclusion, Rafah n'est pas qu'un épisode de plus dans la longue litanie des conflits du Proche-Orient. C'est un tournant, un rappel brutal que la guerre moderne reste imprévisible, humaine, et que la véritable supériorité ne se mesure pas en tonnes de matériel, mais en capacité à s'adapter, à apprendre, à respecter la complexité du réel. À Rafah, le mythe de l'invincibilité technologique s'est effondré. Mais c'est aussi une opportunité, celle de repenser la stratégie, de remettre l'humain au centre, d'accepter que l'incertitude est la seule certitude. Ceux qui sauront tirer les leçons de cette embuscade éviteront de tomber dans les pièges du passé. Les autres, aveuglés par leur puissance, risquent de subir demain la même surprise, au même prix. Que reste-t-il alors à ceux qui observent de loin ces drames? Peut-être la capacité à s'interroger, à douter, à chercher derrière les apparences le vrai moteur de l'histoire. Rafah enseigne, à ceux qui veulent bien l'écouter, que la guerre n'est jamais un jeu d'échecs entre machines, mais un duel d'intelligence, de volonté et de mémoire. C'est là, dans la tension entre le prévu et l'imprévu, que se joue l'avenir des conflits. Rafah est une alarme. Elle ne clame pas la fin des guerres, mais impose la nécessité de penser autrement. À l'heure où les armées du monde s'équipent de robots, de capteurs, d'intelligences artificielles, il est vital de ne pas oublier l'essentiel. La guerre reste affaire d'hommes et de femmes, de choix, de doutes, et parfois d'une simple erreur dans la routine. L'adversaire le plus dangereux n'est jamais celui que l'on voit, mais celui que l'on néglige. Pour finir, n'oublions jamais que derrière chaque embuscade, chaque défaite, chaque victoire, il y a des vies bouleversées, des familles détruites, des sociétés entières marquées. Tirer les leçons de Rafah, c'est rendre hommage à cette réalité et tenter, à notre mesure, de ne pas laisser l'histoire se répéter indéfiniment. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à consulter les ouvrages sur la guerre asymétrique, les témoignages de soldats de terrain ou à participer à des débats sur la place de l'humain dans la guerre moderne.